Justice est faite, 1950, d'André Cayatte. Repérage. Un procès pas comme les autres. C'était un soir de pluie fine, celle qui s'infiltre dans le col du manteau et vous file des frissons jusque dans la médula. J'étais accoudé au zinc d'un bistrot miteux quand un vieux routier du cinéma, un type qu'on appelle à la rescousse quand faut exhumer les bobines oubliées, m'a glissé le dossier sur Justice est faite. Un film de 1950, signé André Cayatte. J'ai d'abord pensé à un polar judiciaire de plus, du genre à aligner les gros plans sur des juges perruqués et des accusés en nage. Mais ce coup-ci, le client était plus coriace. Le film a décroché le Lion d'Or à Venise et l'Ours d'Or à Berlin. Double couronne. Pas banal pour un drame judiciaire français. Cayatte, c'est pas un petit joueur. Ancien avocat, le type a troqué la robe pour la caméra, avec l'ambition de secouer le cocotier judiciaire français. À la scénarisation, il embarque Charles Spack, le dialoguiste qu'on ne présente plus. Le résultat ? Un film qui vous déshabille les consciences mieux qu'un flic en planque démonte une serrure. Le pitch ? Elsa Lundenstein, une doctoresse jouée par Claude Nollier, est sur le banc des accusés. Elle est jugée pour avoir euthanasié son ancien amant, un industriel en phase terminale de cancer. Crime d'amour ou intérêt masqué ? L'accusée est-elle un ange de la compassion ou une manipulatrice à sang-froid ? La cour d'assises de Versailles s'apprête à trancher. Son amant actuel, Serge Kremer, joué par Michel Auclair, est aussi au cœur du drame, mais il n'est pas la victime. C'est un élément clé du contexte sentimental d'Elsa. Mais Cayatte ne s'arrête pas là. Il ne filme pas seulement le procès d'Elsa, il filme celui du jury. 7 jurés tirés au sort. 7 vies en écho à l'affaire. L'un découvre l'infidélité de sa femme, un autre traîne ses blessures militaires, un troisième se coltine un drame personnel qui brouille ses lunettes morales. Le vrai sujet du film, c'est pas la culpabilité d'Elsa, c'est la capacité des hommes ordinaires à rendre une justice impartiale. Le casting est aux petits oignons. Michel Auclair joue Serge Kremer, l'amant de l'accusé. Jacques Castelot campe l'aristocrate Gilbert de Montesson, premier juré, face à Marcel Pérez, épatant en fermier cocufié. Valentine Tessier, Raymond Bussière, Noël Roquevert et Jean de Bucourt complètent la galerie. Côté technique, Jean-Serge Bourgoin à la photo brosse un noir et blanc ciselé, à faire passer les ombres pour des protagonistes à part entière. Raymond Legrand pose une bande-son feutrée, discrète mais efficace, qui souligne les tensions sans jamais les surligner. Le tournage s'est fait entre les studios de Saint-Maurice et des décors naturels à Versailles, Marly-le-Roi et Aronville. Un choix qui renforce l'authenticité du propos. Bref, Justice est faite, c'est pas juste un film de procès. C'est un miroir tendu à la société française d'après-guerre. Filature. Entre les lignes, les vies des jurés. J'ai pris mon carnet, celui qui sent le cuir fatigué, et j'ai noté les faits. Pas ceux qu'on balance aux jurés, non. Ceux qui se planquent entre les lignes. Parce que Cayatte, il n'est pas venu pour faire un simple film d'audience. Il a filé les jurés à la trace façon détective, pour fouiller dans leur linge sale. On suit Gilbert de Montesson, le noble en bout de course, pris dans une affaire de chantage amoureux. Sa maîtresse le pousse dans ses retranchements et finit par se foutre en l'air. Une mort de plus qui plane sur sa décision au tribunal. Évariste Malingré, le fermier, découvre l'adultère de sa femme pendant le procès. Ça vous chamboule un homme, ça, surtout quand on lui demande de juger l'infidélité supposée d'une autre. Théodore Andrieux, le militaire à la retraite, est un bloc de marbre. Pour lui, l'ordre, c'est l'ordre. La discipline, c'est sacré. Alors une femme qui outrepasse ses droits, en décidant de la vie et de la mort, c'est niette. Pas de quartier. Jean-Luc Flavier, le jeune juré, s'enfonce dans ses propres doutes. Il regarde les autres et il tremble. Et si on se trompait, qu'il pense, sans jamais oser le dire à voix haute. Chaque juré porte sa croix, son vice caché ou sa blessure mal pensée. Cayatte filme ça avec une précision d'entomologiste. Il fouille les failles de chacun pour montrer que leur décision ne sera jamais pure. C'est pas la justice qui parle, c'est leur histoire personnelle. La structure narrative alterne les scènes du prétoire avec des flashbacks sur la vie privée des jurés. Ça pourrait être un procédé artificiel, mais là ça fonctionne comme un engrenage bien huilé.
On comprend vite que le procès d'Elsa, c'est juste la vitrine. Le vrai procès, c'est celui de l'âme humaine. Le dialogue claque comme un coup de règle sur les doigts. Et si c'était moi qu'on jugeait? Souffle un juré, seul dans sa chambre d'hôtel. C'est là qu'on pige le fin mot de l'affaire. Le doute s'insinue dans leur sommeil, dans leurs gestes, dans leur façon de scruter Elsa. Kayat fait monter la pression. Il transforme chaque juré en suspect potentiel de partialité. Le spectateur, lui, devient complice de cette surveillance. Il observe, il évalue, il soupèse. Les filatures ne sont pas physiques, elles sont morales. Et dans ce genre de planque, il n'y a pas de caméra cachée, juste le interrogatoire, les thèmes sur le grill. J'ai laissé mon trench au porte-manteau et je me suis installé derrière la glace sans teint. L'heure des interrogatoires avait sonné. Pas ceux qu'on voit dans les polars avec la lampe braquée sur la tronche du suspect. Non, ceux-là sont plus subtils. Des questions en creux, des silences lourds, des regards en coin. Ce film, c'est une salle d'interrogatoire à ciel ouvert. Le premier à passer sur le grill, c'est le thème de la justice elle-même. Kayat, avec sa formation d'avocat, sait où appuyer pour faire mal. Il montre que le système du jury populaire est un miroir déformant. La fameuse intime conviction, un fourre-tout où chacun balance ses préjugés, ses frustrations, ses blessures. Le procès devient une loterie morale. Prenez ce juré qui avoue « Un autre jour, j'aurais pu voter différemment ». Cette phrase, c'est le cœur du film. Le verdict dépend du jour, de l'humeur, du passé des jurés. Pas des faits, c'est pas de la justice, c'est du pile ou face. Ensuite, il y a l'euthanasie. Sujet tabou en 1950, surtout dans une France encore sous perfusion morale catholique. Kayat a eu le cran d'en faire le moteur de son histoire. Elsa Lundenstein a-t-elle tué par amour ou par commodité? Le film ne tranche jamais vraiment. Il pose la question, il la retourne dans tous les sens, mais il ne donne pas de réponse. Il laisse le spectateur dans le flou, comme un flic devant un suspect qui ne craque pas. Autre thème en filigrane, la condition féminine. Elsa, c'est pas une petite infirmière de dispensaire. C'est une femme médecin, une intellectuelle, une scientifique. Elle dérange. Elle prend des décisions que la société d'alors réserve aux hommes ou à Dieu. On la regarde avec suspicion, pas seulement pour ce qu'elle a fait, mais pour ce qu'elle est. Le film interroge aussi le poids du passé. Les jurés trimballent leurs casseroles, guerre, drames familiaux, frustration sociale. Le verdict est un patchwork de ces vies cabossées. Le tribunal devient un théâtre où chacun joue sa propre pièce, en croyant juger l'autre. Et puis il y a le vernis social. Kayat met à nu la France des années 50, ses classes sociales figées, ses conflits larvés. L'aristocrate, le fermier, le notable, le militaire. Chaque juré est un échantillon d'une société qui se déchire sous la surface. Le réalisme du film frappe fort. Pas d'effet de manche, pas de suspense à la Perry Mason. Juste la banalisation du doute, la routine du jugement, avec son cortège d'injustices ordinaires. Et Kayat, malin, termine sur une formule cinglante. Justice est faite. Mais après 1h45 de film, on sait que c'est une formule vidée de son sens. La justice est faite. Reconstitution sur les traces du tournage et des coulisses. Pour reconstituer l'affaire à la manière d'un limier, faut remonter le fil jusqu'aux coulisses du film. Kayat ne sort pas ce scénario de son chapeau, il pioche dans la société française d'après-guerre. Un pays qui se débat avec ses traumatismes, l'occupation, la libération, les cicatrices à vif. On est en 1950. La France rêve de tourner la page, mais elle a les doigts collés aux vieilles épreuves. André Kayat, lui, n'est pas un nouveau venu. Avant de réaliser, il a plaidé. La toge d'avocat, il l'a portée, alors les rouages du système judiciaire, il les connaît comme sa poche. Il traîne aussi une histoire avec la Continental Films pendant l'occupation, ce qui lui vaudra d'être blanchi mais regardé en coin par certains. Pas un homme simple, Kayat, pas un opportuniste non plus. Un type qui croit que le cinéma peut poser les questions qui fâchent. Avec Justice est faite, il inaugure son cycle judiciaire. Le premier volet d'une trilogie qui va disséquer les 3 temps de la justice. Le jugement, ce film-là, la peine avec
Nous sommes tous des assassins, 1952, et l'instruction, avec le dossier noir, 1955. Une entreprise chirurgicale, une autopsie du système judiciaire à coups de bobine. Kayat travaille avec Charles Spack, dialoguiste ciselé, pour pondre un scénario solide comme un dossier d'instruction. Le film se tourne entre les studios de Saint-Maurice et les rues de Versailles, Marly-le-Roi et Aronville. Les décors naturels donnent un air documentaire au récit. Rien à voir avec les tribunaux en carton-pâte. La photo est signée Jean-Serge Bourgoin. Un noir et blanc crépitant, pas glamour pour un sou. Les ombres y ont autant d'importance que les visages. Le montage de Christian Godin file droit, sans fioriture, tandis que la musique de Raymond Legrand résonne en sourdine, comme un tic-tac dans une salle d'attente avant le verdict. Côté acteur, Claude Nollier impose une Elsa Landenstein froide et digne, jamais pathétique. Michel Auclair, jeune premier de l'époque, joue le contrepoint sentimental. Et les seconds rôles, des pointures, Noël Roquevert, Valentine Tessier, Raymond Bussière. Tous incarnent la France des années 50, avec ses rides, ses doutes et ses travers. Le film sort en septembre 1950. Succès critique et populaire, plus de 4 millions d'entrées, un résultat à faire pâlir les concurrents. Lion d'or à Venise, Ours d'or à Berlin. Pas mal pour un film qui ne vous caresse pas dans le sens du poil. Mais il se prend aussi des coups. La nouvelle vague, qui débarque quelques années plus tard, taille Kayat en pièces. Truffaut dégaine son fameux pamphlet « Une certaine tendance du cinéma français » en 1954 et lâche la métaphore assassine. Kayat, c'est du cinéma à thèse, du cinéma trop propre, trop scolaire. Mais faut pas se méprendre. Justice est faite. C'est pas un exposé de fac de droit. C'est une mise à nu de l'âme humaine. Un miroir posé devant. Bouclage, verdict final et cigarette du détective. Alors, on remballe les dossiers, on éteint la lampe de bureau et on tire une taffe en ruminant le verdict. Justice est faite n'est pas juste un film, c'est un réquisitoire sur pellicule, une pièce à conviction dans le procès permanent de l'âme humaine. Certains le traiteront de film à thèse. Peut-être. Mais si c'est un plaidoyer pour le doute, pas pour les certitudes. Kayat ne balance pas des vérités toutes faites. Il montre les entrailles d'un système qui patine, d'une justice qui vacille sur ses bases. Il fouille dans les tripes des jurés comme un toubib dans un patient qu'a pas consulté depuis 20 ans. Le film a laissé des traces. Il a inspiré 12 hommes en colère de Sidney Lumet, qui prend le relais mais avec une tonalité plus optimiste. Là où Kayat dénonce les défaillances du système, Lumet montre qu'un homme peut encore infléchir la balance. 2 visions, 2 écoles. Quant à la postérité, elle est à la hauteur. Le film est restauré, édité en Blu-ray, débattu dans les amphis de droit et de cinéma. Il continue de faire cogiter les esprits, même ceux qui préfèrent les verdicts sans appel. Mon avis ? Ce film, c'est pas du tout venant. C'est pas le cinéma pop-corn qu'on regarde en grignotant des cacahuètes. C'est du costaud, du qui gratte. Ça remue, ça dérange. Mais si vous voulez comprendre comment fonctionne vraiment un tribunal, pas la version en vitrine, mais celle des coulisses, c'est une pièce incontournable. Alors, si vous cherchez un film pour passer une soirée tranquille, matez autre chose. Si vous voulez un film qui vous laisse un goût de cendre dans la bouche, alors asseyez-vous. Et surtout, n'oubliez pas, parfois, le doute, c'est tout ce qu'on a pour dormir la nuit. Alors, amis auditeurs, à vous de jouer. Vous l'avez vu, ce film ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Partagez vos réactions dans les commentaires. Faites tourner les méninges et les discussions. C'était Mike Rétro, chroniqueur des bobines noires et des vérités bancales. 8e épisode de votre podcast Bobard sur Bobine. Le prochain épisode, alors voilà, on y est. Des semaines à tourner autour du pot, à suivre des ombres, à flairer des pistes qui s'enterrent le sapin. Et ce fichu puzzle qui manquait toujours une pièce. Jusqu'à ce soir. Parce que là, dans ce vieux dossier jauni qu'on croyait oublié au fond d'un tiroir de commissariat, il y avait un truc. Un nom. Un détail qu'on n'avait pas vu venir. Le genre de truc qui retourne la table, renverse les cartes.
et fait passer le coupable pour un simple pion. Sauf que là, le pion, c'est peut-être moi. Vous voulez savoir ce qu'il y avait dans ce dossier? Moi aussi. Mais ça,